Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de React, le sens des marques qui ont du sens. Régulièrement, nous partons à la rencontre d'initiatives et de marques engagées et responsables. Vous entendrez les entrepreneurs vous parler des coulisses, de leurs engagements et surtout du sens qui les anime chaque jour pour faire changer le monde. À travers ces moments d'échange, on a cherché à mieux comprendre l'histoire derrière chaque initiative. Pourquoi aujourd'hui elles font ce qu'elles font, qu'est-ce que ça veut dire être responsable et surtout comment elles s'engagent vers un monde plus raisonné. Pour la première fois depuis le début du podcast, je suis partie en Bretagne pour rencontrer Serena, la fondatrice d'Erel. Erel, c'est avant tout une marque bretonne, mais surtout, c'est l'aventure d'une passionnée de cosmétiques qui, après avoir testé, changé, recommencé de nombreuses fois à découvrir de nouveaux produits, elle s'est alors créé le shampoing qui lui correspondait le mieux. Celui qui lui faisait une crinière de rêve et surtout qui était sain et naturel. Erel, c'est donc une marque de soins solide, naturelle et écologique pour les cheveux. Alors venez, je vous emmène avec moi en Bretagne à la rencontre de Serena. Bonjour Serena. Bonjour Justine. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et de découvrir Erel, qui est une marque de cosmétiques faite en Bretagne. Tout à fait. Donc on parlera de la Bretagne un peu plus tard, mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors pourquoi je fais ce que je fais déjà je dirais un petit peu égoïstement pour le côté entrepreneurial. Parce que je crois qu'au fond de moi, même si c'était bien caché, j'ai toujours voulu créer mon petit bébé, donc mon entreprise. Et surtout parce que j'avais envie de donner un sens à ce que je fais en fait. Jusqu'ici, j'ai pas énormément d'expérience professionnelle, mais j'ai jamais trouvé qu'il y avait un réel sens dans ce que je faisais. Je trouve aussi que, notamment en France, il y a peu de reconnaissance dans ce qu'on fait. Ça me manquait en fait, puis il y avait mon petit côté créatif qui était là et qui me poussait à vouloir faire ce que je fais. Ça a commencé par les cosmétiques parce que je trouvais pas exactement ce que je voulais et que je suis une grosse fan de cosmétiques. Donc je suis partie sur Erel. Erel, qui est un nom breton. Ouais. Explique-nous pourquoi Erel et pourquoi la Bretagne. Alors, pourquoi la Bretagne ? Parce que comme tu le sais, nous les Bretons, nous adorons la Bretagne. C'est le côté breton qui est bien présent. On est fiers de la Bretagne parce que c'est vrai que pour nous, c'est une superbe région qui a des valeurs assez fortes. J'avais envie de mettre ça en avant. Et puis parce que Erel, parce que c'est un prénom breton et que je voulais vraiment qu'on puisse s'identifier à la marque en fait. Erel, c'est une femme forte, c'est une femme qui est indépendante. Je trouvais que c'était un prénom simple dans lequel on pouvait s'identifier et je voulais vraiment ce côté accessible en fait à travers ma marque. Donc du coup, je suis partie sur ça. Alors, tu nous en diras peut-être un peu plus aussi plus tard par rapport à ta chaîne de valeur, à ton sourcing, à ta production, quel choix tu as dû faire. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises pourquoi avoir fait le choix d'être une marque responsable. Ça me paraît évident en fait. Tout simplement parce que ça colle avec mes propres valeurs déjà. Je vois pas vraiment comment on peut faire autrement aujourd'hui. Je vais être une marque responsable et j'essaye de l'être le plus possible parce que j'essaye de proposer des produits qui sont vraiment au maximum avec mes valeurs. Moi je dis les cosmétiques en accord avec tes valeurs parce qu'il existe beaucoup de marques qui effectivement ont conscience des enjeux environnementaux qui jouent un petit peu dessus, mais j'essaie d'aller au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être la question d'après ce qu'est être responsable, mais j'y viens un peu du coup. C'est-à-dire qu'effectivement il y a le côté environnemental qui est hyper important, mais il y a aussi respecter les êtres humains, les personnes avec qui on travaille, être accessible, être présent pour les clients. Enfin, vraiment, pour moi c'est pas juste ça. Et c'est important, je trouve, de travailler au maximum là-dessus à travers les valeurs que moi j'ai, moi-même en tout cas. Alors, quelles sont tes valeurs dans le sens, qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire une marque de cosmétiques ? Tu parlais du fait que tu aimais beaucoup ça déjà avant. Mais avant, tu faisais quoi avant ça ? Qu'est-ce qui faisait que tu aimais ce produit-là plus qu'un autre ? Ouais, alors en fait, tout simplement, je pense que j'ai été pris un peu dans ce truc un peu DIY où on s'est tous mis à faire nos propres produits. et puis très bizarrement, je dis bizarrement parce que je crois que on n'est pas très nombreux comme ça, j'ai commencé par les shampoings. Parce que le drame de ma vie, je crois, ça a toujours été de ne pas trouver de shampoing qui me convenait.
pas efficace. Je trouvais que les designs n'étaient pas franchement terribles, sans citer de marque. Voilà, en tout cas, ça collait pas avec ce que je voulais. Et je me suis dit, je vais peut-être tester de faire mon shampoing. Après tout, je vois qu'on peut faire plein de choses soi-même. Et c'est là que j'ai découvert le shampoing solide. Donc je connaissais pas, je me suis dit bon, j'ai un peu peur, ça va pas pousser ce truc-là, je pense. Et puis en fait, j'ai fait un premier test, donc c'était très très moche. Hein. Le produit était vraiment moche, fallait qu'il soit attirant, mais j'ai trouvé ça hyper efficace. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc du coup, je me suis dit ouais, mais en fait, c'est vraiment génial, on peut faire plein de trucs différents, ses propres produits, enfin ce qu'on veut, mettre dedans vraiment les huiles qu'on veut, etc. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et puis ça me paraissait évident parce que finalement, j'adore les cosmétiques. Donc ouais, avoir mes propres cosmétiques, être ma première cliente, bah, c'était presque logique, quoi. Donc ça fait une petite année que tu t'es lancée. Ouais, quasiment, ouais. Et donc finalement, avant ça, tu as fait des tests. Ça fait Ouais. 1 an sur l'administratif, mais en réel, ça fait combien de temps? Bah, ça fait quasiment 2, je pense. Mais au début, quand j'ai commencé à réfléchir au projet, je travaillais encore, mais à mi-temps, justement pour réfléchir bien à ce projet-là. Et puis le temps de lister tout ce qu'il y a à faire, parce que bon, on va pas se mentir, la cosmétique, c'est quand même un secteur qui est très très normé, qui est très compliqué, notamment en termes de tests, etc. Donc du coup, le temps de mettre tout ça en place, je pense que j'ai mis quasiment 1 an. Surtout, bon, je suis toute seule dans cette aventure-là, donc ça a pris un certain temps et puis il faut être sûr de soi, quoi. Et comment on fait pour se lancer dans le milieu, dans le marché du cosmétique, des cosmétiques? Comment on fait? C'est compliqué. Moi-même, je sais pas comment j'ai fait parfois parce que j'ai été perdue de nombreuses fois. Je dirais qu'il faut surtout bien bien se renseigner, il faut pas hésiter à faire des recherches au maximum, à solliciter son réseau. Même voir, enfin, tu vois, se mettre un peu en contact avec peut-être des marques qui existent déjà, si elles sont suffisamment accessibles en tout cas pour en parler librement avec elles. Mais voilà, c'est solliciter le plus de personnes possible, récolter le plus d'infos possible dans un premier temps. Et puis bah, après, suivant les contacts, on tombe plus ou moins sur des personnes qui vont nous aider en tout cas à nous lancer réellement, quoi. Moi, je sais que j'ai eu la chance justement de tomber sur les bonnes personnes assez rapidement et qui ont pu me guider là où je suis maintenant parce que je suis pas du tout issue de ce milieu-là de base. Donc bon, c'est compliqué quoi pour une première fois, mais c'est bon. Alors, tu t'es fait accompagner par qui? Est-ce que Bah, on a la chance ici à Lannion d'avoir beaucoup de choses pour nous aider, notamment la Technopole en fait, qui est à Lannion, donc c'est vraiment un organisme qui est dans l'ouest, donc à Lannion et aussi à Guingamp, etc., qui m'a aidé à me mettre au réseau en fait avec des personnes, notamment quelqu'un qui m'a formé justement sur la cosmétique, sur la rédaction de dossiers, parce qu'on a des dossiers à effectuer à chaque fois pour chaque produit. Qui m'a expliqué comment faire, donc il faut faire valider par un toxicologue, etc. Toutes les normes en fait, ce qu'il faut écrire sur un emballage et tout. Et ça c'était vraiment primordial, donc ça a un coût, hein, mais qui est ultra nécessaire et ultra important pour partir sur de bonnes bases et être dans les clous, quoi. Donc j'ai eu de la chance, je pense, de tomber sur les bonnes personnes dès le début. Et ça c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas hésiter du tout à regarder ce qui existe dans sa ville. Parce que même si on ne tombe pas forcément sur les bonnes personnes dès le début, bah, tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un et ça va se faire petit à petit, quoi. Et alors, si on parle de tes difficultés et peut-être des échecs que tu as pu avoir dans ta démarche, dans ton engagement en tout cas, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là en tant que vraiment de la difficulté, quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es posé la question en te disant, là aujourd'hui, il faut que je repense tel Ouais. produit ou telle formule parce que ça colle pas, parce que ça mousse pas assez, parce que ça tient pas, c'est pas solide. Ouais, alors, moi c'est très récent, donc j'en suis pas encore tout à fait là. Je me pose quand même quelques questions, hein, bien sûr. Notamment sur un produit où je me dis, ouais, je suis pas sûre que là, en termes d'odeur, ça plaise suffisamment. Faudra peut-être que je fasse quelque chose voilà, qui est plus général, qui plaît plus. Là, c'est tout simplement en posant des questions. Il ne faut pas hésiter de toute façon à poser des questions. Déjà, je pense aux professionnels avec qui je travaille parce que c'est eux qui sont en contact quand même le plus avec la clientèle. Donc, je trouve ça super important. Après, moi, dès que je peux avoir un contact avec un client, je pose des questions. Hein, j'hésite pas parce que je trouve que c'est important d'être accessible et de savoir ce qu'ils en pensent.
Donc c'est pas forcément simple à vivre, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, tu peux pas faire tout bien du premier coup, et c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Donc c'est pas un souci. Donc j'en suis pas encore forcément au terme échec. Je pense juste que si j'avais pu, j'aurais peut-être fait des choses différemment, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc non, pas de regret quoi. On verra petit à petit. Et tu nous disais par rapport à tes formules et à tes produits que tu étais vraiment centrée sur le shampoing. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es appuyée de tes consommateurs pour créer ces produits-là? Ou c'est simplement par rapport à tes besoins, toi, et sûrement de tes proches, que tu as créé ces deux produits-là? Je me suis surtout basée sur mes propres besoins, d'où justement le sourcing, on y verra peut-être un petit peu après. Comme je disais, quand j'ai commencé par les shampoings, c'est parce que justement, je trouvais que soit c'était pas efficace, soit la compo était pas terrible, soit voilà. Enfin, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas à mon sens. Du coup, moi, mon but c'était de proposer un produit à la fois efficace, à la fois qui colle le plus possible en fait avec mes valeurs. Donc je me suis basée sur ça. Après, bien sûr, j'ai sollicité mes proches et petit à petit d'autres personnes, puisque le réseau s'agrandit petit à petit, pour savoir un peu ce que les gens apprécient. Ça me paraît évident, c'est normal d'écouter les gens aussi et de répondre à leurs besoins. Mais c'est vrai qu'à la base, je me suis vraiment basée sur moi, en fait, sur mes propres besoins, parce que je suis quand même ma première cliente. Mine de rien, j'utilise mes produits, donc voilà, ça me paraît important de proposer de toute façon un produit qui te colle avec toi, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Alors, on en a parlé déjà un petit peu plusieurs fois au tout début. Parle-nous de ta chaîne de valeur, les choix que tu as pu faire en termes de sourcing, en termes de packaging et en termes de production. Là, aujourd'hui, on se trouve dans ton atelier où tu as indexé ton bureau. Tu as fait le choix finalement de tout produire par toi-même, en tout cas dans un premier temps. Ouais. Et parle-nous aussi des choix que tu as fait de sourcing. On voit aussi sur ton site qu'il y a énormément de transparence et que tu expliques chaque ingrédient. Tout à fait, ouais. Explique-nous donc les choix de ces ingrédients-là et pourquoi les avoir choisis. Ok. Alors déjà, un truc que j'ai eu du mal à admettre, je pense, c'est qu'il n'existait pas de produit parfait. Ça, j'ai eu du mal avec ça parce que moi, j'avais vraiment envie de proposer le top du top, un peu comme... Peut-être qu'on est nombreux comme ça, mais c'est pas possible et c'est dur de se faire à l'idée, je trouve. Mais bon, voilà, j'ai un petit peu travaillé sur ça et j'ai essayé justement, comme je le dis plusieurs fois depuis le début, de proposer le produit, en tout cas qui colle le plus, qui coche en tout cas le plus de cases possible. Et donc voilà, le produit pour moi parfait à mes yeux, entre guillemets, du coup, c'est un produit qui n'a pas trop d'ingrédients, qui a des ingrédients qui sont naturels, un produit si possible vegan tant qu'à faire. Un produit qui, où les ingrédients sont le plus possible français et locaux, donc du coup bretons. Voilà, et le packaging, pareil, si je peux le faire en Bretagne, je le fais en Bretagne. Enfin, j'essaye vraiment de faire au mieux. Alors forcément, ça a un coût, donc on fait ce qu'on peut aussi. Forcément, il y a des ingrédients qui ne seront pas français, parce que voilà, la noix de coco, il n'y en a pas ici. Du moins pas proche. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est des choix à faire, mais voilà, moi ça me paraissait logique en tout cas de faire ces choix-là. Et en termes d'ingrédients, ouais, je suis partie sur plus d'ingrédients français et locaux parce que je trouve que justement, je disais quand j'ai lancé la marque que je trouvais pas de produits qui collaient réellement. Le petit souci que j'ai en règle générale, c'est justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui utilisent tant que ça d'ingrédients qui sont locaux au final. On met vachement en valeur le côté naturel et c'est top, c'est quand même la base d'avoir un produit sain. Mais il y a quand même beaucoup de choix qui sont faits qui ne sont pas ultra cohérents, en tout cas à mes yeux. Parfois, les ingrédients français, on les retrouve là, il n'y a pas besoin d'aller les chercher je ne sais pas où. Quand tu ne peux pas faire autrement, je ne dis pas, mais il y a des fois où on a vraiment des trucs top qui sont près de chez nous. Ça a un certain coût, mais ça vaut grave le coup, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Les produits, j'essaie je veux les faire moi-même, je veux avoir la main dessus, quoi. C'est-à-dire, je le mets sur mon site internet, mais c'est le cas. De A à Z, c'est fait par mes soins, quoi. J'aimerais bien tourner une vidéo de quand je fais de la production pour vous montrer à quel point ça peut être long, galère parfois, mais c'est ça, c'est le jeu, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je veux jouer sur l'artisanat aussi. J'ai pas du tout l'ambition d'être présente partout, voilà. Je veux faire vraiment quelque chose qui colle avec mes valeurs et avec ce que je veux véhiculer, et c'est le cas, donc voilà.
Et d'après toi, à partir de quel moment ta croissance sera peut-être plus compatible avec ce mode de production actuel? Bah justement, pour l'instant, comme je suis toute seule et que voilà, j'essaie de faire les choses petit à petit pour pas être dépassée, atteindre ce stade-là où peut-être que justement je pourrais plus être dans mon petit atelier et que je serais obligée de prendre autre chose. Ça arrivera sûrement à un moment donné, en tout cas je l'espère, mais je veux pas non plus voilà, tirer un trait sur ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que malgré tout, je veux quand même faire partie de la production, je veux quand même faire tout ce que je fais maintenant, seulement je le ferai peut-être avec quelques personnes en plus et dans quelque chose de plus grand, quoi. Mais toujours avec ce côté finalement production à la main, l'artisanat, la valorisation de l'artisanat, c'est assez fort finalement pour chez toi. Ah oui, pour moi c'est hyper important, ouais. Je dis souvent chaque shampoing est unique, mais c'est vrai, puisque chaque shampoing est réellement unique, c'est-à-dire que chaque shampoing passe par mes mains, quoi. Donc ils auront leurs petits défauts, etc. Mais c'est ça que j'aime aussi, en fait. Et là aujourd'hui, donc tu étais focus shampoing. Est-ce que tes prochains développements produits seront toujours autour finalement des cheveux, ou ça va être décliné sur des produits pour le corps, des crèmes pour le visage, des sérums des masques, etc. etc. Dans un premier temps, je vais rester sur des produits capillaires sans citer de mots, sans révéler ce que j'ai en tête, mais je pense que c'est plus cohérent si je reste sur la gamme, sur une gamme capillaire dans un premier temps, mais j'ai clairement envie de partir sur d'autres produits après, ouais. J'ai hâte d'ailleurs de partir sur d'autres produits après. J'ai lu il n'y a pas très longtemps sur ton site, il y a quelques jours seulement, que tu avais lancé une action où tu offrais un petit shampoing après une commande, c'est ça? Et tu racontes que finalement tu t'es laissé un petit peu dépasser par cette action-là. Ce que je trouve important dans l'entrepreneuriat de manière globale, c'est de dire quand ça va bien et de dire ce qui a pu bugger, à dire d'autres mots. Je trouve ça très drôle en plus parce que... donc en fait, ce que j'ai voulu faire sur mon site, donc sur ma page d'accueil, c'est en fait que les personnes rentrent leurs coordonnées, en fait, tout simplement pour avoir un système où ils ont des mails avec des promos ou des nouveautés, etc. Enfin voilà, ce qui se fait tout à fait classiquement un peu partout. Et pour les inciter à le faire et à tester le produit pour qu'ils soient intéressés, etc., je me suis dit ça pourrait être assez sympa de leur offrir un petit format de shampoing. Ça faisait déjà quelques jours que j'avais mis le formulaire en ligne, il y avait déjà eu quelques inscriptions, mais rien de fou, voilà. Et puis je me dis, je vais faire une petite publication pour en parler sur mon Instagram. Et je me dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc c'est pas un problème. Voilà, j'aurai des demandes, ok, c'est pas un souci, j'ai du stock. En fait, ce qu'il y a, c'est que très rapidement, à un moment donné, ce qui s'est passé, je crois, quand je me suis couchée, je devais avoir peut-être 200 demandes, un truc comme ça. Je me dis, bon, ça va, parce que j'ai du stock et tout, donc pas un souci, j'ai prévu ça. Le lendemain matin, ça va pas trop bouger, et puis je sais pas, à un moment donné, vers midi, je regarde mon portable, ça faisait peut-être 1 heure que je n'avais pas regardé mon portable. Terrible erreur, parce que là, les comptes Instagram de bons plans, ou trucs un peu comme ça, c'était relayer l'info, quoi, donc le bon plan, et je me retrouve avec 1500 demandes. Et je me dis, ah merde. Donc du coup, je dis, bon, premier réflexe, c'est de tout virer, et d'expliquer aux gens, j'ai fait une erreur, en même temps je débute, finalement ça montre aussi que je suis humaine et puis que voilà, que c'est normal, c'est des erreurs qu'on fait, on apprend comme ça, quoi. Et donc j'explique que les 1500 demandes, il n'y a pas de souci, ils auront leur produit, ça me prendra un peu de temps évidemment parce que j'ai pas que ça à faire et que voilà, mais du coup j'ai stoppé le truc en disant par contre je peux pas faire plus parce que là je serais pas capable d'honorer les commandes et c'est pas du tout ce que je veux. Donc peut-être que plus tard je remettrai un truc en place et là je limiterai, je ferai peut-être un truc genre les 500 premières demandes, j'en sais rien, mais ouais, vraiment je me suis fait un petit peu avoir, je me suis sentie un peu mal sur le moment parce que j'avais vraiment le stress de j'arrivais pas à gérer en fait, j'arrivais pas à faire mon truc. Après j'ai réfléchi, j'ai posé mes trucs, donc il faut que je fasse tant de stock, que j'envoie ça à tel moment et tout, ouais c'est bon, ça le fait. Mais t'as arrêté au bon moment. Et donc j'ai vu aussi sur ton site que tu vendais des shampoings donc tes petits pavés de shampoing, qui en fait étaient un petit peu abîmés ou... Ouais. Je sais pas exactement le mot que tu utilises pour les... Il n'y a pas vraiment de mot, parce qu'en fait, moi, souvent, je me dis que c'est des shampoings imparfaits. Parce qu'on s'attend, tu sais, quand tu vois des shampoings... comme des savons, quoi. Effectivement, plus c'est artisanal, moins t'as le produit parfait, en fait.
Et je dis imparfaits parce qu'ils ont des défauts, quoi. Mais alors, je dis toujours, de toute façon, même s'ils sont pas dans cette section que je mets comme invendu ou imparfait, ils auront toujours des défauts parce que je suis pas une machine, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Après, moi, j'aime bien quand il y a des défauts, je trouve ça mignon, je trouve ça sympa, mais il y en a où, effectivement, on pourrait trouver qu'ils sont vraiment trop moches. Ou du coup, j'ai fait ce truc-là. Après, la question se pose des fois, est-ce qu'il devrait pas être avec les autres ou pas? Ça dépend. Je sais pas trop. Je suis pas toujours à l'aise avec ce truc-là parce que je sais jamais trop dans quel truc le mettre. Mais généralement, c'est des produits aussi qui sont pas spécialement moches au final, mais qui ont été utilisés pour des photos ou tu vois. Et du coup, là, ça me gêne de le vendre en tant que tel. Je préfère que les gens soient au courant de ce qui s'est passé avec ce produit-là, même si en soi, ça change rien, hein, mais au moins ils le savent. Et puis du coup, c'est un peu un bon plan pour eux parce qu'ils vont moins cher et voilà. Mais du coup, oui, c'est. C'est les mêmes propriétés, mais t'es pas la seule. Ouais, c'est pareil. Je pense à Mapiel qui, par exemple, font des luminants pour les enfants, qui vendent aussi les imparfaits dans de la prod, par exemple, sur la bouteille, l'étiquette a été collée à l'envers. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien, ouais. Bah ouais, parce que normalement, tu peux pas trop les vendre tels quels. Bon, après, moi, quand c'est vraiment esthétique, c'est vraiment que je le trouve vraiment très très moche et que je me dis, ouais, c'est pas cool pour le client qui tombe sur celui-là quand même. Mais oui, effectivement, sinon ça peut être pour des étiquettes ou pour un truc qui va pas, quoi. Parce que tu peux pas le vendre tel quel, c'est un peu con, tu vas pas le jeter, quoi. Enfin, voilà, il est très bien le produit, donc pourquoi pas faire un truc comme ça, ouais. Et tu peux pas tous les utiliser, toi. Non, et puis je pense que si tu faisais un tour dans la salle de bain, tu rigolerais bien en voyant tous les shampoings que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a plein de tests, plein de trucs. Et alors, finalement, un shampoing solide, on pourrait penser qu'il y a une date limite d'utilisation en se disant avec des huiles essentielles, etc. On voit souvent ces choses-là qu'il faut utiliser de la vitamine E, tu me dis si je me trompe, pour conserver. Il n'y a pas de date limite de consommation dans un pain solide. Non, bah en fait, donc après, bon, il y a différentes façons de faire un shampoing solide. Moi, je suis sur une forme qui est très solide, c'est-à-dire que j'utilise beaucoup de poudre en fait. Donc le produit est très solide, il n'y a pas d'eau en fait dans le shampoing solide, donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de conservateur. Il se conserve de lui-même en fait, parce que là où tu as les risques justement de développement de bactéries, etc., c'est quand tu as de l'eau. Donc moi, je mets pas de conservateur. Et là où ça a posé, enfin, c'est pas que ça a posé problème, mais c'est que quand j'ai dû faire valider la recette par un toxicologue, on m'a dit, bah voilà, on va mettre une PAO, donc une date voilà, après ouverture de 1 an. Ouais, vous avez la question un peu, ouais, bon, truc d'ouverture, mais un shampoing solide, ça n'a pas d'ouverture, c'est pas comme un truc liquide, donc du coup tu te disais, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 an, il est plus bon, enfin, en fait, ça n'a pas trop de sens, quoi. Peut-être que dans 1 an, peut-être qu'il moussera légèrement moins, j'en sais rien, ça dépend des produits en plus, parce que comme je l'ai dit, c'est fait à la main, donc bon, il y a peut-être des produits qui peuvent différencier légèrement, mais en fait non, ça peut pas vraiment périmer. C'est aussi l'avantage, et c'est aussi ça que je trouve génial, c'est que ça peut pas se perdre, et ça se conserve super bien, donc stop quoi. Donc si je te reposais finalement la question sur qu'est-ce qu'une marque responsable, on pourrait rajouter la durabilité. Bien sûr, le fait que ce soit biodégradable, est-ce que tu peux faire mieux que ça? C'est top quand même. C'est pas non, je pense que tu coches énormément de cases. Après aujourd'hui, aucune marque n'est parfaite. Exactement. Et c'est ça qui faut bien le rappeler, je pense. Sympa de voir aussi, c'est que chaque marque fait les choses différemment. Ouais. Et c'est aussi très important. Et par rapport à la conservation, j'en reviens sur le savon. Comment on conserve un shampoing RL? Le mieux c'est au sec à l'air libre, ce qui n'est pas forcément simple parce que c'est la douche, voilà, quand t'as une baignoire ça va, tu peux le mettre sur le côté, ça prend pas trop l'eau, mais maintenant il existe plein de choses super pour les conserver au mieux. Il existe des porte-savons aimantés, des choses qui sont top, qui sont vraiment adaptées, parce qu'à un moment donné je pense que justement ces entreprises-là qui ont créé ce type de porte-savon ont bien vu qu'il y avait ce problème de conservation de shampoing solide qui existait déjà sur le savon, mais le savon, ça fait longtemps qu'on en parle et que ça existe. Donc non, il y a plein de trucs super sympas. Moi, j'utilise des porte-savons aimantés, ça marche super bien. Ce que je faisais avant et que je trouvais un petit peu pénible, et pour moi, c'était le seul inconvénient du shampoing solide, c'est que je le sortais de ma douche à chaque fois pour qu'il sèche. Ouais, mais c'était chiant. C'était vraiment chiant, donc le truc du porte-savon, c'est parfait. Vraiment, c'est top. Bon, après, en soi, on peut le laisser sous la douche si c'est un peu en hauteur, tu vois, il y a des trucs des fois pour poser. Il faut juste pas qu'il prenne trop l'eau, parce que c'est con, il va fondre. C'est pas terrible, quoi. Et ça convient à tout le monde?
Non, je pense pas. Je pense que les chevelures sont un peu uniques en fait. Donc pour moi, ça convient à énormément de monde, à une majorité de personnes, mais ça ne peut pas convenir à tout le monde. D'ailleurs, ça peut être bien de changer aussi parce que les compos de shampoing solides sont pas du tout les mêmes que le liquide, donc ça peut être un changement un petit peu rude aussi, quoi. Et donc ça convient pas forcément aux enfants? Alors, ça dépend. Pour mon cas, en tout cas, c'est à partir de 3 ans. Donc ça va. Je suis plutôt contente parce que je voulais justement que ce soit accessible au plus tôt possible. Mais il y a des huiles essentielles. Ouais, mais qui sont très faiblement dosées en fait. Justement, les huiles essentielles, c'était un peu mon dilemme. Est-ce que je mets du parfum? Est-ce que je mets des huiles essentielles? Est-ce que je mets rien? Ça, c'est une question un peu. Et puis, je suis partie sur des huiles essentielles parce que j'en utilise énormément au quotidien. Par contre, ça me paraissait évident de pas partir sur des huiles essentielles qui ont trop d'allergènes et de pas en mettre une trop grosse dose non plus. Donc, le parfum est très léger. Mais je veux que ce soit accessible. Je veux pas que les gens derrière, justement, ils aient des problèmes parce qu'il y a trop d'allergènes. Donc, voilà. Donc, encore une fois, c'est un choix à faire, quoi. Pour changer. Et donc, si on veut changer sa routine de soins, il faut venir chez RL et acheter son pack, son duo. Je crois que tu en as 2. Ouais. Pour l'instant, j'en ai 2, ouais. Évidemment, bon, ça le sous-entend un peu. Je fais shampoing, cheveux normaux et gras. Donc, ça sous-entend derrière qu'il y en aura au moins forcément un autre qui sera cheveux secs. Mais oui, effectivement, pour changer sa routine capillaire, faut passer chez RL et il ne faut pas hésiter surtout à me demander des conseils, quoi. J'ai vendu un petit peu au marché quand j'ai débuté, tu vois, juste le marché de ma commune, donc un tout petit marché, mais vu que j'étais justement en train de commencer mes travaux, etc. Enfin, j'avais énormément de choses en parallèle, donc j'ai voulu commencer doucement, histoire de tester un peu la réaction des gens. Et en fait, il y a énormément de questions qui se posent, donc le shampoing solide, petit à petit, les gens connaissent bien, mais tu as toujours des questions qui reviennent, comme la conservation, et quel shampoing choisir, et pourquoi cet ingrédient, et machin. Et moi, j'adore en parler, faut pas oublier que la cosmétique, c'est justement ma passion, donc j'adore parler des ingrédients, j'adore parler de tout ça, donc ouais, faut vraiment pas hésiter à faire ça, hein, à me poser des questions, même sur... je trouve que les clients, les clients, j'aime pas trop le terme client, mais les gens ont tendance à oublier qu'il faut pas qu'ils hésitent s'ils ont une question à poser, que ce soit sur la page Facebook, que ce soit sur le site internet, parce qu'ils ont l'impression toujours de déranger, mais non, pas du tout. C'est pas un problème en fait. Moi j'adore parler de ça, donc ouais, faut vraiment pas hésiter à venir me parler. D'ailleurs, on peut presque terminer là-dessus, mais j'ai aussi vu sur ton site que tu parlais du prix. Voilà, on sait aujourd'hui que les produits qui sont éco-responsables ou considérés plus écologiques ou plus biologiques sont quelquefois plus chers. Alors ça, c'est une idée qu'on a tous en tête et une idée reçue. Ouais. Et tu l'expliques très bien sur le test si tu achètes une bouteille tous les mois, ça te reviendra aussi cher que d'acheter un savon solide qui te dure 3 mois. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de pédagogie à faire sur ces points-là. Ouais, c'est beaucoup d'éducation, ouais, tout à fait. Parce qu'on a tous en tête, oui, mais le bio, c'est plus cher. Et en fait, pas du tout, ou pas forcément. Ouais. Et c'est des produits qui sont généralement mieux pour notre santé et plus sains pour nous et en même temps pour l'environnement. N'oublions pas que l'eau n'arrive pas toute seule. Donc voilà, donc je trouve que tu expliques aussi énormément de choses. Tu essaies de faire de la pédagogie avec les personnes qui viennent visiter ton site et ceux aussi qui achètent tes produits. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Et c'est ce qui fait qu'RL va continuer. Et j'espère en tout cas va grandir encore plus. Si tu as des marques coup de cœur que tu aimerais entendre dans le podcast, laquelle ou lesquelles ce serait? C'est dur. J'ai l'impression que je dois choisir. Alors moi, je pense que d'ailleurs, si elle écoute le podcast, elle va être un peu étonnée, mais une marque que j'aime beaucoup, qui est assez débutante comme moi, qui s'appelle Boaum Création. Et qui fait en fait des créations type décoration justement qui s'inspire de la nature. Tu vois le petit RL là-bas, c'est elle qui a fait ça. Et en fait elle fait des trucs super sympas. Je trouve qu'elle a un univers qui est vraiment génial. Elle débute donc je trouve qu'elle s'en sort ultra bien et elle a un talent que je trouve incroyable, quoi. En fait on est toutes les deux dans une boutique de créateurs. Et moi j'adore son univers, donc forcément pour moi c'est des coups de cœur que j'ai eu plus récemment. Après, c'est dur de faire des choix, hein. Donc je vais juste en citer une deuxième. D'ailleurs, je propose ces produits sur mon site. C'est Une bougie dans le vent.
Donc, le nom de la marque t'explique ce qu'elle fait. Hein. Des bougies. Exactement. Elle, c'est pareil, j'aime beaucoup son univers. En fait, c'est très rigolo parce que j'ai une copine qui m'avait parlé de cette marque-là et j'avais pas prêté plus attention que ça. Et puis à un moment donné, je voulais faire un partenariat avec quelqu'un qui proposait des bougies. Et j'ai testé ces bougies sans même savoir que c'était cette même marque du coup. Et puis donc la créatrice me dit c'est rigolo parce que justement mon grand-père habite juste à côté de chez vous alors qu'en fait elle n'est pas du tout de Bretagne quoi. Et je me dis c'est marrant cette coïncidence et puis en fait oui effectivement nos parents se connaissent etc. Enfin nos parents peut-être pas mais en tout cas il y a des liens ça fait plusieurs générations de famille qui sont là depuis un moment quoi. Et je trouvais ça rigolo et j'aime bien son univers parce que les bougies sont naturelles, c'est de la cire de soja etc. Elle a énormément de senteurs différents et sa communication est super belle. Sur Instagram, tu peux y passer des heures. Enfin, voilà quoi. C'est la fin de cet épisode avec Serena Derel. Vous pouvez retrouver son portrait sur notre site www.reactnow.fr. Nous, on repart à l'aventure et à la rencontre de nouvelles initiatives fraîches et pleines de sens. Et on vous dit à très vite.